Chers amis, chers ennemis, on se retrouve pour l'interview portrait. Aujourd'hui, Brigitte Fontaine, à l'occasion de son concert au Bataclan. Bonsoir. Donc, bonsoir, mon mignon. Comment ça va? Alors, on dit en parlant de vous... Je dis ça parce qu'il se la pète beaucoup. Et pas du tout. Moi aussi, d'ailleurs. Pas du tout. On dit en parlant de vous, Brigitte Fontaine, que vous êtes une icône, mais finalement, ça vous plaît pas beaucoup. Je ne suis pas une icône. Voilà, vous dites, je suis une unique conne. Ouais. C'est vrai que vous êtes en plus pas immobile sur scène, donc icône. On dit que vous êtes une chanteuse culte, ça vous ennuie aussi parce que vous trouvez ça trop élitaire et vous préféreriez finalement séduire le grand public? Bah, c'est ce qui est en train de se produire. Eh oui, eh oui. C'est ce qui est en train de se produire. On dit que vous êtes folle, vous êtes loin d'être folle. Je suis simplement un peu différente des autres. Là, vous dites la folie, c'est dangereux, c'est terrible, c'est une douleur épouvantable. La folie, c'est une chose... Ouais. En effet, grave et terrible. Voilà. Enfin, bon, s'ils veulent dire que je suis folle, ok. Ouais. Non, je suis simplement un peu différente des autres. Voilà. Vous voyez là, vous voyez dans l'écran. Vous avez vu mes beaux... Ouais, je me la pète, hein. Ouais, vous êtes très bien comme ça. Très bien, rouge et noir, comme ça, c'est beau à l'image, je suis sûr. Noir ou ça? Moi, noir et vous rouge. Oui, oui, on doit être beau. Hein. On doit être assez bien, tous les deux, oui. Alors, votre look surprend certains, il fait même peur à José Arthur. J'aurais jamais cru ça. José, jamais. Si. Non, si. Il a dit que votre look lui faisait peur. Mais non. Ah bon? Mais non, rien ne lui fait peur. Bon. Et lui, il est... il peut pas... Il se plante jamais, il est magnifique. Il est parfait. Alors, donc, on va faire un petit peu de promotion. Brigitte Fontaine, vous êtes ici pour la sortie de votre nouveau single, le troisième single extrait de votre nouvel album qui s'appelle Kekeland, hein, et ça s'intitule Pipeau. Et c'est le gros tube du disque, hein, c'est l'amour, c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. Ça, c'est quelque chose de... L'amour, c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. Bon, voilà, parfait. Rien à dire, c'est définitif. Donc vous êtes en tournée jusqu'en octobre en France, et le 16 mai, mesdames, messieurs, le 16 mai au Bataclan, Brigitte Fontaine. Oui, je remets ça car le Grand Rex était hyper complet. On a jeté genre 3000 personnes. Dommage, mais le Bataclan c'est bien aussi, hein. Mais oui, moi j'aime beaucoup, parce que les gens aiment beaucoup le Bataclan pour moi, parce que c'est... on est debout, tout le monde est là, on s'amuse, ils sont tous debout. Il y a un bar au fond, on peut aller picoler au bar, on vient, on danse un peu, on écoute, oui. Des petits fauteuils sur le fond. Parfait. Ouais, ils adorent, moi. Donc c'est le 16 mai, mesdames, messieurs, notez-le bien sur vos petits agendas. Voilà. Alors Kekeland, gros succès, hein, déjà plus de 100 000 exemplaires vendus, vous êtes en disque d'or, donc, comme on dit dans le métier. Alors vous nous expliquez, qu'est-ce qu'un kéké? Alors un kéké, c'est un être adorable, mignon, foufou, allumé, gentil, avec les cheveux dressés probablement sur la tête, ou les filles aussi d'ailleurs. Un peu ébouriffé, oui. Oui. Vous avez des exemples de kékés, de gens dont vous pourriez dire ce sont de vrais kékés? Mon violoncelliste est un vrai kéké. Mathieu Chédid aussi. Ah, Mathieu Chédid, M. C'est un vrai kéké. Authentique. Ouais. À la télé, il n'y a pas trop de kékés. Oh, j'en ai vu. Mais je ne me rappelle pas. Bah ouais. Alors, vous travaillez toujours avec Areski Belkacem. Et sur ce disque, il est là. Hein. Ah oui, c'est le meilleur compositeur de France. Voilà. Et vous avez travaillé beaucoup avec Higelin, on va en parler, on va voir la place que ces deux hommes ont tenue dans votre vie, on va parler un petit peu de votre vie, on va raconter un petit peu votre vie. Non, sans déconner. Oh non, pas ma vie. Non, le présent. C'est tout ce qui m'intéresse. Ah non, votre vie est très intéressante. Non, vous êtes né... ma vie, c'est n'importe quoi. Ah non, elle est bien, votre vie. C'est le passé crasseux. Non, pas du tout, justement, vous allez voir. Vous êtes né à Morlaix, dans le nord de la Bretagne. Oui, c'est beau. C'est une ville de corsaires. Vous êtes parti, vous aviez 14 ans. Et quand vous êtes revenu à Morlaix, avant d'enregistrer Kekeland, quand vous êtes revenu à Morlaix, il y avait tous vos amoureux qui vous attendaient... un amoureux de l'époque qui vous attendait à la gare. C'est pas beau, ça? C'est hyper romantique, arrêtez. Oui, une copine de classe, hyper gentille. Bah oui. Oui. Et alors, vous avez écrit Kekeland, d'ailleurs, dans un petit hôtel en Bretagne, hein, finalement. Vous êtes assez fidèle à vos racines. Voilà, à Fréhel, oui. Alors, vos parents étaient instituteurs, ancrés dans la laïcité, dans l'anticléricalisme, et c'était de famille. C'est votre grand-mère, c'est incroyable, c'est votre grand-mère qui était à la retraite. Elle faisait 2 kilomètres de plus pour aller chez l'épicier, parce que l'épicier qui était à côté de chez elle avait mis ses gosses chez les curés. Oui. Et mon arrière-grand-père était également instituteur laïque. Ouais, vous êtes vraiment une enfant de laïque. Alors votre première passion, c'était le théâtre.
Vous commencez très jeune à lire des pièces et à monter des troupes d'amateurs. Et vous avez été repéré, comme quoi vous avez vraiment déjà très jeune quelque chose, à l'âge de 12 ans. Vous êtes repéré par un directeur de troupe, le Centre dramatique de l'Ouest. Que j'adorais. Ouais. Qui était merveilleux. Ouais. Et ça s'est pas fait. Mais ça, il Vos parents pas me voulu demander à mes parents, ah ouais. Mes parents, oui, de m'avoir quand j'aurais 16 ans. Non seulement ils ont refusé, mais ils ne m'ont rien dit. C'est terrible, ça. Ça vous aurait donné confiance en vous. Oh non, ça m'aurait permis d'éviter le lycée. Ouais. Ça m'aurait permis de faire la vie dont je n'osais même pas rêver. Et ça m'aurait évité plein de galères à Paris après. Enfin, en tous les cas, dès cette époque, vous saviez que vous écririez, que vous feriez du théâtre. Vous ne saviez pas encore à l'époque que vous chanteriez. Exactement. Mais vous saviez déjà que vous étiez une artiste. Exactement. Mais je vous confie que la chose qui m'a scandalisée la première fois que je suis allée à l'école, c'est qu'on n'avait pas le droit de chanter. Parce que moi, j'arrive et puis, normalement, je me mets à chanter. Eh ben non, il ne fallait pas. Voilà. Bon. C'est sûr qu'à l'école... alors, une adolescence assez révoltée, on peut dire, rebelle envers vos parents, envers la société. Alors vous passiez les après-midi, je vous vois très bien moi, en train de lire des livres de Dostoïevski avec les volets fermés, les bougies allumées, comme ça. Exact. Comment il fait ça, lui? Ah, c'est vrai, hein? C'est vrai. On vous voit très bien à l'époque. Alors votre premier choc musical, c'est Gainsbourg. Et vous dites que c'est le plus grand, c'est vraiment lui qui vous a marqué définitivement. Hein? Oui, c'est le plus grand. Et alors, au début des années 60, bac en poche, vous débarquez à Paris, bien décidé à monter sur scène. Et en fait, ce qui s'est passé... Ce que j'ai fait. Oui, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, vous aviez un mec, au début, là, celui qui avait 1m98. Oui. 15 ans de plus que vous. Oui. On peut dire la vérité. Hein, il avait une emprise sur vous terrible. L'emprise, c'est ça. Hein, c'est ça. Et il était jaloux, comme un fou, des partenaires masculins. Et ce connard me demande, exige que je renonce à mon douteux métier. Il disait que c'est un métier de salope. Hein, non, il faut dire ça. Et moi, comme une connasse aussi, j'obtempère. Voilà. Mais c'est là que je commence à chanter. Et voilà, par ruse, c'est-à-dire sournoisement. Une ruse féminine. Voilà, vous vous dites, tu veux pas que je fasse de la scène, c'est pas grave. Vous êtes passé comme ça un peu, hein, voilà. Par ruse pour rester dans le monde du spectacle. Oui, dans le monde du spectacle, oui. Et puis avoir le contact avec les gens. Et surtout qu'il se passe une petite cérémonie tous les soirs. C'est ça mon truc. Voilà, alors finalement, donc, vous commencez à chanter, vous allez dans des boîtes, de la rive gauche. Des Beuglans, il y avait que ça, hein. C'était la fin de... il y avait quoi? Il y avait la Rose Rouge, rue de Rennes, il y avait quoi comme boîte à l'époque? Comme ça, je me rappelle même ce truc-là, quoi. Bon, c'était un peu sinistre, hein. Mais c'est tout ce qu'il y avait. Oui. Alors. Et là, Higelin, un soir, vous rencontre, voilà. Ou vous le rencontrez. Qui a rencontré l'autre? Il vient me voir. Là où je chantais, et il me propose de faire que nous fassions une pièce ensemble. Ben voilà. Avec Rufus. Alors là, à cette époque-là, vous avez encore peur du mec, là, le grand, là, d'1m98. Ah non, vous avez toujours peur qu'il soit dans la salle avec un flingue. Vous étiez terrorisé. Oui, heureusement que je suis là. Heureusement que je suis là, parce que moi, je suis un exégète de votre vie, moi, Et alors, donc, vous continuez, donc le théâtre, évidemment, puisque l'autre n'était plus là, et avec Higelin et Rufus. Oui. Rufus, il faut le savoir, qui était interne dans les hôpitaux de Rouen. Exactement, mon Dieu. Il est très savant. Et donc, tous les trois, vous écrivez, vous montez une pièce qui a été un énorme succès. Oui, Maman, j'ai peur. Énorme. Énorme succès, parce que tout commence là, en fait, et cette pièce, vous allez la jouer ensuite au Théâtre des Champs-Élysées. Oui. Et vous partez en tournée pendant 1 an en France, quoi. C'est quand même... oui. Et même en Autriche, Belgique évidemment. Gros succès. Hein. Et alors en 65, Jacques Canetti, alors il faut dire qui est Jacques Canetti. Parce non, 66. Jacques Canetti, découvreur de Brel, de Brassens, tout le monde. Créateur des Trois Baudets. Il s'intéresse à vous. Ça c'était avant. Hein. C'était avant. Ça. Oui, mais il s'intéresse à vous. Là quand même, petite erreur, c'était avant. Ça. Avant quoi? Avant Maman, j'ai peur. Ah d'accord, avant Maman, j'ai peur. Et il vous fait quoi, Jacques Canetti? Il me fait enregistrer, et passons là-dessus, parce que le disque est à jeter à la poubelle. Je le dis fermement à quiconque aurait envie d'acheter ce disque.
Il s'appelle comment? Il s'appelle donc 12 chansons d'avant le déluge ou un truc comme ça. Ah, et 12 chansons d'avant le déluge, 12 chansons d'après le déluge aussi. Ou 13 chansons d'avant le déluge. Bref, il faut jeter ça à la poubelle. Très bien. Ceux qui l'ont, et autrement, ne l'achetez pas. D'accord. Enfin, il faut bien commencer, d'accord, mais c'est vraiment... Et celui qui est sorti en 68, qui s'appelle Brigitte Fontaine est folle, vous le recommandez ou non? Ça va. Ça va. Ça va. D'accord. À part le titre que je n'ai pas choisi. Ouais, oui, on sent que... Oui, on s'en fout. C'était avec Pierre Barou, ça, non? C'était chez Saravas, ça. Premier chez Pierre Barou, oui. Alors là, vous rencontrez Areski Belkacem, donc, qui est un ami longtemps après, oui. Régiment d'Igelin. Voilà. Et alors, ce qui est très marrant dans votre histoire avec lui, c'est qu'au départ, vous bossez avec lui pendant pratiquement, je ne sais pas combien d'années, 3 ans, hein? Je ne me rappelle plus. Voilà, 3 ans. Rien. On était très bons amis et on travaillait, je ne sais pas si c'est 2 ou 3 ans. Rien. Et subitement, coup de foudre terrifique. Mais à quoi c'est dû, ça? Ben, je ne sais pas. Comment ça s'est passé? Au bout de 3 ans, comme en un seul coup, vous pouvez avoir le coup de foudre pour quelqu'un que vous voyez depuis 3 ans? Oui, ben je ne sais pas. Tout d'un coup, ça s'est mis à chauffer. Bah oui. Et puis, passion. Et ça dure encore, hein? Ouais. Ça dure encore. Vous dites, c'est mon compositeur préféré en France et je ne vais pas me priver parce que c'est mon mari. Ah, voilà. Donc, vous continuez à bosser avec lui, ça se passe très bien. Alors, le trio Higelin, Areski, Fontaine a beaucoup de succès. Alors, je vais citer 3 chansons, il y en aurait plein qu'on pourrait citer, mais enfin, moi, je parle de celles aussi qui m'ont marqué. Cet enfant que je t'avais fait, c'est une magnifique chanson. C'est Jacques Higelin et moi. Magnifique chanson. Hein. Lettre à monsieur le chef de gare de la Tour de Carole. Hein. Oui, là, c'est moi qui Très belle parle. chanson. Oui, j'aime beaucoup. Très belle chanson. Et Areski et Jacques qui jouent avec un mec qui s'appelle... J'ai oublié. Bon, et comme à la radio. Oui, mais pas... Jacques n'est pas là. Jacques est là. Voilà. Et puis un jour, le trio, donc, Fontaine, Higelin, Areski, se sépare parce qu'un jour, vous en avez marre de la place que Higelin prend sur scène. Donc, il était un peu énervant et je suis partie en plein milieu une fois du spectacle. Vous avez traversé là, c'est incroyable. Non, je suis descendue dans la loge, j'ai pris mes bagages, j'ai traversé la scène, j'ai traversé la salle. Et je ne suis pas revenue. Sur une moto, vous êtes parti. Ah non, ça c'est un autre coup, bien plus redoutable. Ah non, mais là, c'était pas redoutable parce que, de toute façon, le spectacle était à peu près improvisé. Oui. Donc tout le monde a cru que ça faisait partie du spectacle. En fait. Bien sûr. C'est le lendemain soir où les gens ont compris que vous étiez vraiment parti. Oui, vous êtes parti au bout d'un quart d'heure. Donc là, Et après, à Jacques, je lui ai conseillé vraiment de faire un truc tout seul. Et de prendre tout le truc et surtout de faire du rock'n'roll, comme je savais qu'il aimait ça. Ça lui a bien réussi. Pas mal. Et alors là, vous entrez dans un exil volontaire, hein, c'est-à-dire que vraiment, c'est vous qui quittez un peu. Pas tout de suite, non. Il y a eu un grand chemin de spectacle improvisé, alors à peu près complètement, avec, c'est-à-dire moi et Areski. Pendant un certain temps. Après, il y a eu un exil, c'est-à-dire nous avons joué une pièce de théâtre que j'avais écrite, Areski Belkacem et moi. On aimait beaucoup. On a fait des tournées dans toute la France et à l'étranger, un peu. Et puis, en même temps, c'est quoi cette pièce? C'est Gnoc, c'est ça, non? Non. C'est quoi? C'est quoi la pièce? Non, ça s'appelle... Quand on la jouait, elle s'appelait Acte 2. Et en livre édité, elle s'appelle L'Inconciliabule. Alors, ensuite vous disparaissez un petit peu du milieu. Oui, et j'écris des livres. Bien entendu, beaucoup de livres. Et alors vous revenez, c'est Étienne Dao qui vous a permis de... Non, c'est les Japonais. Ah oui? Oui. Les Japonais qui ont absolument voulu produire un disque et surtout absolument voulu que je fasse une tournée au Japon, ce qui ne me plaisait pas car j'aime pas trop les avions. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas fumer. C'est exceptionnel que vous ayez le droit de fumer. Hein. D'habitude, personne n'a le droit de fumer. On ne peut plus jamais fumer, nulle part. Et à partir du mois de juin, je demande à tout le monde de se révolter car à partir du mois de juin, ici en France, on ne peut plus fumer dans les trains. Ah bon? C'est une honte, oui, mon vieux. Mais comment on va faire? On ne peut déjà pas fumer dans les avions. C'est une honte. C'est vrai, ça? C'est une honte, mais oui, c'est vrai. Ah ben, dis donc. Alors, qui vous a donné envie de revenir? Qui vous a donné envie de... Donc, les Japonais, les Japonais. Ce disque. On produit ce disque, on produit une tournée au Japon. OK? Et...
il y a eu le nougat dans ce disque, et ça a commencé à faire un petit malheur, quoi, le nougat. Et après, moi, j'ai continué. Ensuite, je suis allée chez Virgin, qui est pour moi une excellente maison. Donc, bon, je suis ravie. Et j'ai fait 3 disques là, non, 3 ou 4, je sais plus. Donc voilà, le dernier Kekeland, et qui marche bien. Ouais. Ben, c'est la conclusion. Donc Kekeland, le morceau, donc le single, c'est Pipo. Hein. Et Pipo. Puis, voilà, Pipo. Ouais. Tourné en France, comme je disais, et donc le 16 mai au Bataclan, voilà. Mais on a fait le tour du problème, hein, vous voyez, oui. L'affaire est réglée. Je vous embrasse. Mais je vous en prie. Merci, à bientôt, Brigitte. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.